à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de rencontre. Les missions spatiales chinoises ont marqué l'actualité ces dernières années. Après les explorations réussies sur la Lune et sur Mars, une nouvelle étape a été franchie avec la construction d'une station spatiale chinoise. Alors, quelles sont les nouvelles avancées du programme spatial chinois et quelle est la vision de la Chine sur le long terme et comment la Chine envisage-t-elle la future coopération internationale? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui Dr Feng Yaoqi. Vous êtes chercheur à la Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine, spécialiste des technologies spatiales. Et par visioconférence, j'ai le plaisir de recevoir depuis Alger M. Mebarek Moukapa, président de l'Union nationale des scientifiques et technologues algériens. Bienvenue dans notre émission. Bonjour. Merci. Alors, je vais m'adresser d'abord à Dr Feng Yaoqi. Dr Feng, quelles sont les grandes étapes qui ont marqué l'histoire du développement spatial chinois? Oui, la création de l'industrie spatiale chinoise date en fait en 1956 et début en fait les programmes spatial chinois s'est engagé sur le développement indépendant et autonome. Et puis, grâce en 65 ans, grâce au travail acharné de plusieurs générations d'ingénieurs, et puis de chercheurs, et puis d'ouvriers, et même des générations d'astronautes. Et la Chine, en fait, a pu établir des systèmes de développement complet, indépendants, pour l'étude, la conception, et puis la production, et le développement, et lancement, et puis mesure de contrôle des engins spatiaux. D'une manière générale, on peut dire que le programme spatial chinois a connu trois grandes étapes technologiques. Première étape, en fait, consiste à maîtriser le lancement des satellites. C'est-à-dire la Chine a envoyé avec succès en 1970 le premier satellite Dongfang 1 et avait bien réussi. Et à ce moment-là, la Chine est devenue le 5e pays au monde avoir la capacité de lancer des satellites d'une manière indépendante. Ça, c'est la première étape importante. Et deuxième étape technologique, en fait, c'est consisté à maîtriser les vols spatiaux habités. C'est-à-dire en 2003, la Chine a lancé le premier vol habité en 2003, et le technonaute Yang Liwei. C'est le premier Chinois qui a voyagé dans l'espace au bord de vaisseau Shenzhou 5. Et puis à ce moment-là, la Chine est devenue le 3e pays dans le monde à la capacité d'envoyer un être humain dans l'espace. En fait, technologiquement, on peut dire que c'est la deuxième étape. Troisième étape, au niveau technologique, en fait, c'est consistait à maîtriser la technologie de l'exploration extraterrestre. En fait, en 2013, la Chine a envoyé une sonde Chang'e 3 et puis avec succès, et puis Chang'e 3 a réussi à faire des explorations sur la surface de la Lune. En fait, la réussite de la Chang'e 3, en fait, marquait l'entrée de la Chine dans l'ère de l'exploration extraterrestre. En fait, c'est les trois grandes étapes utiliser des technologies différentes. Monsieur Moukapa, je voudrais s'adresser à vous. En tant que scientifique, comment voyez-vous aujourd'hui l'importance d'un pays de développer son industrie spatiale et comment voyez-vous les enjeux du développement de l'aérospatiale chinois? Oui, en fait, l'exploration spatiale a commencé dans les années 60, mais au début, c'était une compétition entre l'URSS et les États-Unis, une compétition qui avait beaucoup d'aspects militaires et aussi de prestige.
mais très rapidement, on s'est rendu qu'il y avait des applications de grande utilité de l'exploration spatiale. Et le docteur Feng vient de citer quelques-unes d'entre elles. En fait, l'exploration spatiale est très, très utile à l'humanité dans le sens où elle permet d'avoir une vision beaucoup plus grande de notre vie et au quotidien. Et puis, il y a toujours des retombées de la science, des retombées de la recherche spatiale que nous allons trouver dans notre cuisine, dans notre laboratoire ou dans notre voiture. Donc, l'exploration spatiale est une grande compétition, au début qui était uniquement entre les deux puissances. Ensuite, grâce à la technologie et puis à l'augmentation des capacités de recherche, capacités scientifiques de la Chine. Donc la Chine aujourd'hui, elle se positionne comme troisième puissance et elle a fait véritablement et vraiment un parcours sans faute avec, je peux dire, un 20 sur 20 sur tous les programmes qu'elle a entrepris. Donc c'est très important. Surtout pour l'humanité, il y a beaucoup de retombées, notamment dans les télécommunications, dans la météorologie, dans la recherche fondamentale, physique, chimie, dans la santé, dans la compréhension de certains comportements du corps humain. Donc il y a des retombées absolument extraordinaires dans cette recherche spatiale. Bien sûr, on n'en est qu'au début, hein, et puis vous allez voir que très rapidement, les choses vont aller très loin. Et ça ne profite pas seulement aux puissances spatiales, ça profite à toute l'humanité dans le cadre de la coopération, dans le cadre des échanges. Je peux dire aujourd'hui, avec cette réussite de la Chine, que l'initiative La Ceinture et la Route a une dimension spatiale maintenant et on peut étendre cette initiative, la route de la soie, à la route de l'espace, pourvu que ça reste dans le cadre civil, pourvu que ça reste dans le cadre scientifique et d'utilité générale pour toute l'humanité. Bon, plus précisément, Dr. Feng, l'industrie aérospatiale chinoise se situe aujourd'hui à quel stade de son développement on voit que cette année, l'année 2021, a été qualifiée par des experts comme année majeure pour l'aérospatiale chinois. Pourquoi? Quels sont les projets importants qui ont été mis en place cette année? Oui, on peut dire que l'industrie spatiale chinoise entre dans une période de développement très rapide. Et puis, citons comme un exemple, par exemple, l'année dernière, dans le monde, il y a 114 lancements spatiaux. Et puis, la Chine, c'est 39 sont chinois. C'est-à-dire que ce lancement chinois couvre l'ensemble des domaines spatiaux, comme le vol spatial habité, et puis l'exploration de l'espace profond, et puis les satellites de navigation, satellites de télécommunication, et les satellites des scientifiques, etc. couvrent tout le domaine spatial. Et au cours de semestre de cette année, en 2001, en fait, on va encore aller plus loin. Au cours de semestre de cette année, en fait, déjà l'exploration de la Mars et puis lancé l'année dernière et puis arrive cette année sur la Mars et puis déjà commencé à faire des explorations, marque la première exploration de Mars. Et puis de même pour la construction de stations spatiales chinoises. Et puis ça, au cours de ce premier semestre, déjà, on a vu il y a le lancement de le module central de station spatiale a été lancé. Et puis un vaisseau cargo aussi a été lancé avec succès. Et puis aussi c'est le vaisseau habité, le Shenzhou 12 a été aussi lancé au cours de ce premier semestre. Et puis au cours du le second semestre,
Bah, encore, il y a un lancement pour le lancement de vaisseau cargo, le Tianzhou 3 et puis le Shenzhou 13 océan habité pour remplacer les trois taïkonautes déjà dans l'orbite. En fait, en dehors de ces projets spatiaux importants, en fait, un certain nombre de satellites vont encore lancer aussi concernant tous les domaines. C'est en gros, c'est-à-dire en année 2021, cette année, en fait, on devrait avoir des lancements plus de 40. C'est-à-dire on va encore atteindre le record de lancement en Chine. Voilà. Alors, Monsieur Bourgaba, je sais que vous avez suivi de près à peu près tous les programmes spatiaux chinois. Alors, quels sont les projets ou les programmes qui vous ont plus marqué? En fait, depuis tout jeune, j'étais très intéressé par ceux qui volent et ensuite ceux qui est parti dans l'espace. Un peu comme tout le monde. J'étais très impressionné, par exemple, j'étais très jeune à l'époque, par Sputnik, par Yuri Gagarin, ensuite par le programme Apollo. Le spatial, voilà, ça fait rêver. Toutes ces choses-là toutes ces choses-là nous faisaient rêver, mais aujourd'hui c'est une réalité, donc ce n'est plus du rêve. Je suis très impressionné par les exploits de la recherche et de l'exploration scientifique spatiale chinoise. Comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un sans faute, un 20 sur 20, parce que il y a une continuité absolument comme une horloge qui tourne bien, donc de l'homme dans l'espace, du robot sur la face cachée de la Lune, de la marsomobile, ce robot qui se trouve sur Mars, et ça continue. Maintenant, il y a les aspects très utiles de tous les jours, c'est comme pour la localisation, donc le GPS chinois, le Baidu, la météorologie, l'agriculture, la préservation des forêts. On sait qu'aujourd'hui, les forêts sont en cours d'extinction, donc il faut les protéger contre les hommes et contre les incendies. Donc, et ça ne peut se faire qu'avec une vision globale, avec des satellites. Donc ce sont ces choses-là qui m'ont vraiment impressionné, qui continuent d'attirer mon attention tous les jours. Je regarde ce qui se fait dans l'espace, mais en étant un petit peu, en ayant un peu peur quand même de cette... on voit aujourd'hui qu'il y a même des sociétés privées aux États-Unis qui se lancent dans l'exploration spatiale et dans l'utilisation au business, le business spatial. Donc, on est passé de la science spatiale au business spatial. On veut faire du tourisme, on veut faire des hôtels. Donc, toutes ces choses-là risquent d'avoir les mêmes inconvénients que nous avons eus sur Terre. Il faut que maintenant les grandes puissances se mettent autour d'une table et discutent d'une politique cohérente et d'une politique sage de l'exploration et de l'utilisation de l'espace. Il faut qu'on pense les questions à l'avance avant que ça devienne grave. Absolument, je suis d'accord avec vous parce qu'on a déjà eu l'expérience. On a eu cette expérience de la pollution de la Terre, du changement climatique. Et puis là, je vais enchaîner un petit peu avec la pandémie du Covid-19, ainsi que le dérèglement climatique. Ils nous ont clairement démontré que nous sommes dans un petit village, une planète, et que nous avons une communauté de destin, comme le dit le président Xi. Nous avons une communauté de destin. Il ne s'agit pas de faire ce qu'on veut, mais parce que de toute façon, les retombées sur les uns et les autres peuvent être bonnes ou mauvaises. Et que si l'humanité veut continuer à exister, il est absolument nécessaire de réfléchir avant que les problèmes ne se posent. Vous avez mentionné les explorations lunaires et martiennes. Justement, Dr. Fong, pouvez-vous nous préciser un peu où en est-on aujourd'hui pour la Chine dans l'exploration lunaire et martienne?
Oui, pour la Chine, c'est le démarrage de l'exploration de lunaire martienne. Ça a commencé en 2007. En 2007, la Chine a lancé le premier sonde Chang'e 1 sur la Lune. Et puis, en fait, le programme spatial de l'exploration lunaire le chinois compose de 3 phases, en fait. Première, c'est en 2007, a été lancé le Chang'e 1. Et deuxième phase, en fait, c'est en 2013, en fait, le Chang'e 3, et puis a été lancé, et puis fait d'exploration, et puis atterrir sur la Lune, et puis fait d'exploration sur la surface. Et puis la troisième phase, en fait, c'est le Chang'e 5, et puis c'est la dernière. Il a réussi à ramener des échantillons des sols lunaires, et puis ramener sur la Terre. En fait, les 3 phases ont déjà tout bien réussi et puis avec des résultats scientifiques très importants. Et puis après, c'est la Chine, comme les 3 phases terminées, et puis la 4e phase, en fait, est déjà définie. Dans les années qui viennent, en fait, on va lancer de Chang'e 6, Chang'e 7 et Chang'e 8. Ces 3 sondes sont déjà programmées dans les années qui viennent. En fait, tous ces lancements successifs vont aider à la Chine en fait, d'établir une base de longue durée sur la Lune, permettre de faire des recherches scientifiques et puis aussi permettre à la Chine d'accumuler des techniques, des technologies pour les futurs alunisages habités, en fait. Ça, c'est pour l'ensemble des programmes d'exploration lunaire de la Chine. Et puis pour l'exploration de Mars, en fait, l'année dernière, le Tianwen-1, le premier sonde a été lancé. Et puis cette année, au mois de mai, en fait, est arrivé sur la Mars. Et puis le premier sonde a bien réussi à atterrir sur la Mars et puis déjà commencé à faire des explorations, en fait. En fait, pour la première mission exploration de Mars, on fait déjà atteint 3 objectifs. En fait, la mise en orbite de Mars et puis atterrir sur la Mars et puis aussi faire des explorations et pour marcher comme le rover sur le Zhurong et puis de marcher et puis faire des explorations sur la Mars. Il a déjà nous envoyé des photos très claires et commencer à faire des explorations scientifiques, commencer par exemple à analyser des compositions de roches, analyser l'environnement d'atterrissage. Et tout ça, ça nous rapporte pour connaître mieux le Mars. En fait, après cette mission, en fait, la Chine a aussi programmé dans les années qui viennent, qui est une mission qui sera utilisée pour ramener des échantillons de Mars. Et aussi pendant ce temps, on va aussi développer des techniques et puis envisager des travaux de recherche pour le futur les vols habités sur Mars. Alors, je vais continuer avec vous, Dr. Fong. Les plus récentes avancées, on voit que c'est la construction de cette station spatiale chinoise. Donc, quelle est l'importance de cette station spatiale chinoise? Et on voit cette fois que, vous l'avez mentionné tout à l'heure, les 3 taïkonautes doivent séjourner 3 mois à l'intérieur de cette station. Donc, quelles sont les missions qu'ils vont effectuer pendant ce séjour? En résumé, on peut dire qu'en résumé, les 3 phases, quelques étapes pour la construction de programme spatial habité. La première phase, en fait, c'est envoyer des vaisseaux habités, non habités. Et cette phase a été finie en 2003, on a déjà parlé, c'était avec envoyer le technologue Yang Liwei. Et puis à ce moment-là, cette première phase est terminée.
Et deuxième phase, en fait, c'est tester les techniques clés pour le vol habité, par exemple, comme pour des vols de plusieurs technos de longue durée, et puis créer des bases pour, en fait, pour la station spatiale actuellement. Et puis aussi tester des technologies de sortie extravéhiculaire dans l'espace. Et puis aussi tester les technologies de la sortie et puis la technologie de rendez-vous et d'amarrage. En fait, cette deuxième étape a été terminée il y a quelques années. Après cette phase, la troisième phase, c'est la construction de stations spatiales chinoises. En fait, cette année, on a vu, c'est-à-dire il y a le lancement de la module central de la station et puis les vaisseaux habités et les vaisseaux cargo. Tout ça, ça commence c'est-à-dire à construire. La troisième phase commence réellement la construction de la station. Et puis Shenzhou 12, le lancement réussi, c'est-à-dire c'est le premier vol habité pour la station spatiale chinoise. Alors, pour vous, Monsieur Pokapa, quelle est la signification de cette station spatiale chinoise? Parce qu'on sait que la Chine a décidé de construire sa propre station spatiale après avoir été refusée par les États-Unis de participer à la station spatiale internationale. Je dis, c'est bien dommage qu'ils aient refusé, parce que moi, je prends la coopération et non pas la confrontation. Mais d'une certaine manière, la Chine devrait dire merci aux États-Unis de lui avoir refusé la participation, parce que c'est ça qui a incité la Chine à relever le défi et à avancer beaucoup plus vite dans son programme. On sait très bien que les sanctions, quel que soit leur type, ont toujours un effet inverse sur ce qu'elles sont censées faire. Donc, en refusant à la Chine de participer à la station spatiale internationale, eh ben, la Chine a créé sa propre station dans des délais très courts. Donc, c'est ça, relever le défi, c'est ça. Mais moi, ce que je prends, c'est beaucoup plus la coopération et non pas la confrontation, parce que dans ce domaine-là, ce n'est pas tous les pays qui ont les moyens de se lancer dans cette aventure de l'espace. Donc, par exemple, l'Algérie a un programme spatial avec l'Agence spatiale algérienne. Et en décembre 2017, la Chine avait lancé le premier satellite de télécommunication en orbite géostationnaire, le satellite algérien. Donc, c'est ça, c'est la coopération. Ce n'est pas tout le monde qui va faire ses propres lanceurs et ses propres satellites. Donc, c'est un domaine où vraiment la coopération est de mise. D'ailleurs, on a vu avec la station internationale, il y a eu beaucoup de pays qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Et puis, avec cette nouvelle station chinoise, donc on en a maintenant deux, elles peuvent se partager les tâches et faire participer beaucoup plus de monde, beaucoup plus de chercheurs, notamment dans les domaines de la physique, de la chimie et même de la psychologie. Comme vient de dire le docteur Feng à l'instant, ce sont des vols de longue durée, donc il y a des paramètres humains qu'on ne connaissait pas, qu'il faut analyser de nouveau. Comment se comportent des gens dans un espace confiné pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 10 ans, si jamais ils décident d'aller jusqu'à Mars. Ce sont des problèmes que nous ignorons complètement. On ne sait pas comment se comporteront les gens. D'autant plus qu'il y aura des missions aller sans retour, c'est-à-dire que des gens accepteront de partir et de ne jamais revenir. C'est juste pour aller vivre sur Mars ou ailleurs, un peu comme dans le Nouveau Monde. Donc il y a des familles qui sont parties, qui ne sont jamais revenues. Donc tous ces aspects-là, à la fois sociaux, technologiques, scientifiques, c'est très important de les étudier dans cette station orbitale. Et aussi la coopération. Donc, vous allez voir que même dans des pays qui ne sont pas suffisamment développés, vous allez découvrir des gens extrêmement motivés et des génies de ce domaine que la coopération
seul peut donner l'occasion et la chance d'exprimer ce qu'ils savent, ce qu'ils pourront faire. Donc, moi, je prends beaucoup plus la coopération. Et puis, je voudrais qu'on interdise à travers un moratoire international l'utilisation militaire de l'espace. Parce que si ça va dans ce sens, ce ne sera pas bien pour l'humanité tout entière. Voilà. Bon, donc, à mon avis, pour votre question, le fait d'avoir refusé la coopération de la Chine dans ce programme spatial international a permis à la Chine de décider d'elle-même de faire sa propre station, de faire son propre rover, d'aller sur la face cachée de la Lune, d'aller sur Mars, etc. Ça a toujours été comme ça. L'émulation de l'être humain, c'est toujours de relever le défi. Voilà. Alors, on a parlé un peu de la vision de l'utilisation de l'espace, de dire qu'il faut lutter contre toute militarisation de l'espace. Alors, Dr Fong, quelle est aujourd'hui la vision de la Chine sur le long terme, s'agissant de l'exploration spatiale, et comment la Chine envisage-t-elle la coopération internationale dans ce domaine? Parce que justement, M. Bouguaba a mentionné la coopération au sein de cette station spatiale, et on sait que maintenant il y a des astronautes de plusieurs pays avaient déjà postulé pour rejoindre la station spatiale chinoise. Donc, pouvez-vous nous expliquer davantage? Oui, en fait, l'objectif du développement spatial de la Chine est d'explorer l'espace extra-atmosphérique, élargir nos connaissances de la Terre et puis de l'univers. Et en fait, c'est pour avancer les progrès sociaux et puis la civilisation de l'humanité. Et aussi, c'est pour répondre à nos besoins sur l'économique et puis des développements technologiques. En fait, pour le programme spatial chinois, en fait, vu la technologie actuellement, on a maîtrisé, on a encore beaucoup de choses à faire. On a déjà parlé, améliorer les capacités de lancement et puis développer des techniques pour le futur de vol habité comme sur Mars et puis sur la Lune, et puis développer des systèmes de réseau, par exemple, améliorer pour le système réseau de satellites, de Terre et puis l'espace. Et puis tout ça, c'est pour le développement de l'aérospatial et tout ça. Et en fait, l'utilisation, l'industrie spatiale s'est toujours développée conforme à l'utilisation pacifique, et puis d'égalité, des bénéfices mutuels, et puis développement commun. On respecte ces principes. Et puis la Chine s'est toujours disposée à mener une coopération et puis internationale. C'est ouvert pour tous les pays du monde. Et puis au cours des dernières années, en fait, on a déjà signé avec des dizaines de pays des coopérations dans le domaine spatial. Et puis pour l'instant, on a déjà, pour les années qui viennent, on va encore élargir et approfondir la coopération. Par exemple, on va essayer dans le domaine de construction du couloir d'information spatiale, dans le cadre de l'initiative Ceinture et la route, et puis développer des systèmes, développer des satellites, et de satellites d'application, et puis tout le payload, etc. Aussi dans tous les domaines qu'on a parlé, c'est-à-dire pour l'exploration, Mars, et puis lunaire, et puis pour les satellites scientifiques, on est tout prêt à coopérer avec d'autres pays. Déjà, tout à l'heure, on a parlé avec la station spatiale chinoise. En fait, depuis, beaucoup de pays ont déjà exprimé leur volonté de faire des coopérations. Enfin, on a exprimé leur volonté. Et puis des astronautes souhaitent faire des vols conjoints pour la station de chinoise. Pour nous, c'est ouvert. On a déjà on a une attitude favorable. Alors, je vous remercie, Dr Fong, et je vous remercie, M. Bouguaba, d'avoir partagé vos points de vue avec nos téléspectateurs. Je vous remercie. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.